Bonjour à tous, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée d'études organisée par le RPH. La précédente unissait neurosciences et psychanalyse et nous nous retrouvons ce jour pour étudier le travail en partenariat entre le champ de la psychanalyse et ceux de la maternité et de la gynécologie. Pour ce beau projet, nous avons le plaisir d'accueillir deux sages-femmes, Chantal Birman et Mao Decaux. Les journées d'études mettent à l'honneur la clinique du partenariat. Il s'agit d'une expression créée par Fernando de Amorim. Mon introduction est d'ailleurs traversée par plusieurs de ces concepts, car ce sont les boussoles qui m'aident à travailler avec les êtres qui souffrent de leur corps et dans leur organisme. La clinique du partenariat a pour but d'améliorer le parcours thérapeutique des malades, des patients et des psychanalysants, en faisant travailler de concert psychistes et tout professionnel de santé avec un même être. Par exemple, le médecin, spécialiste de l'organisme, traite la maladie quand le psychanalyste considère le malade dans son entièreté illusoire puisque chaque être est divisé subjectivement. Nous devons à Sigmund Freud la découverte de l'inconscient et à Jacques Lacan l'idée de la division subjective. Il est important de le préciser car cela s'articule au fait que l'être peut parfois être aveugle à ce qui arrive à son corps. La prise en compte des enjeux inconscients et des conflits psychiques est essentielle à la guérison. En cela, la clinique du partenariat est une clinique humaine. La thérapeutique ne peut se réduire à la disparition du symptôme. La collaboration offerte par la clinique du partenariat est précieuse à chaque étape, en commençant par la prévention jusqu'à la diminution des risques de récidive. La rechute signifie que la maladie a été soignée, mais que l'être n'a pas été intime de son désir inconscient. La clinique du partenariat et les concepts qui y sont liés naissent de plusieurs problèmes initiaux. Premièrement, d'un point de vue clinique, la dimension psychique est mise de côté dans le soin des maladies. Or, l'être ne se réduit pas à un organisme, d'où l'importance de pouvoir lui offrir un espace pour associer librement. Si la souffrance emprunte la voie psychique, elle n'empruntera ni la voie corporelle ni la voie organique pour s'exprimer. C'est le schéma que vous voyez derrière moi. Deuxièmement, d'un point de vue théorique, il existe en psychanalyse une multiplication des concepts qui crée une confusion. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le corps ? Quelle position le psychanalyste peut-il occuper auprès de ses malades ? Par rapport au sujet qui nous occupe, je travaille notamment avec l'hôpital Saint-Joseph afin de recevoir des femmes qui souffrent d'endométriose. La visée étant la fantasmatisation de l'organisme quand elles occupent la position de patiente, et la corporification de l'organisme lorsqu'elles sont psychanalysantes. Suite aux indications de mon superviseur, je propose que ces femmes puissent être orientées vers la psychothérapie dès l'annonce de la maladie par l'équipe soignante. Ce principe vaut pour toute maladie. C'est pour moi l'occasion de vous conseiller la lecture du livre d'Amorim, Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine. Vous y trouverez notamment l'histoire de Madame Gonzalez, qui a témoigné de sa sortie de psychanalyse auprès de Laure Baudiman. Lorsqu'un patient ne reconnaît pas encore sa souffrance, les séances sont appelées entretiens préliminaires. Elles sont tout à fait pertinentes, notamment pour les êtres souffrant dans leur organisme. Le déclenchement de la maladie organique, marqué par l'atteinte réelle de l'organisme, il y a lésion, signale la présence d'une souffrance préexistante à la maladie. Cette souffrance peut être ignorée par le moi, siège de la passion de l'ignorance selon Lacan. Il s'agit d'une ignorance bien ficelée qui rend l'être aveugle à sa propre souffrance. Comment est-ce possible ? Comment le corps peut-il devenir l'arène des conflits psychiques avec la complicité aveugle du moi ? Pour y répondre, je vous propose 3 repères que je ne peux que citer compte tenu du temps qui est réservé à l'ouverture, mais je ne doute pas que les interventions d'aujourd'hui égaieront notre désir de savoir. D'abord, l'invention de l'inconscient par Freud. De plus, déjà au XIXe siècle, il esquissait une distinction entre corps et organisme sans les nommer comme tels. Il a eu le respect d'écouter des femmes qui paraissaient folles et qui étaient surtout en souffrance. Je vous invite à un voyage dans le temps. Nous restons à Paris, mais en 1880. Jean-Martin Charcot accueille Freud à la Salpêtrière. Il faut s'imaginer l'époque. L'hôpital, des hommes vêtus de noir observant des femmes qui convulsent, qui ont mal, qui hurlent. Que leur arrive-t-il ? La majorité des postulats rejoint des considérations organiques.
Les idées freudiennes s'en distinguent. Freud conclut notamment que c'est uniquement au sein des symptômes organiques que nous retrouvons une lésion matérielle. Certains éléments historiques sont importants à situer. L'hystérie existe depuis fort longtemps et tire son nom de préjugés selon lesquels cette maladie était due à des affections de l'appareil sexuel féminin. Il est intéressant de noter comment le corps des femmes peut être perçu. Au Moyen-Âge, l'hystérie était comprise comme étant provoquée par de la sorcellerie ou des possessions démoniaques. Selon Freud, ce n'est qu'à partir des travaux de Charcot que nous avons une meilleure compréhension. Jusqu'alors, l'hystérie était la bête noire de la médecine. Les symptômes étaient mal jugés, estimés indignes de l'observation du fait du caractère démesuré de leurs manifestations. En écrivant l'introduction, ce manque de considération de la souffrance de l'autre m'a fait penser à ces femmes que je reçois, qui évoquent une errance thérapeutique quant à leur souffrance, liée à des symptômes gynécologiques comme l'endométriose, qui regrettent le temps que cela a demandé d'être prises au sérieux quant à leur douleur. Le symptôme de conversion et la maladie organique qu'est l'endométriose ne se situent pas du tout au même plan, mais j'ai vu un point commun dans la manière dont la parole et la souffrance des femmes peut être accueillie. Freud avance que c'est grâce à la parole que le malade peut guérir. Pour affiner, nous dirions aujourd'hui que ce n'est pas tant grâce à n'importe quelle parole, mais une parole produite par l'association libre sous transfert. Freud regrette que l'action de l'anémique sur le corps soit négligée par les médecins, leur crainte étant de quitter le domaine de la science. Le corps envoie un ensemble de signifiants et de représentations imaginaires. Ainsi, la partie du corps impliquée dans le symptôme corporel est détournée de sa fonction au profit du conflit psychique. Selon Amorim, le corps devient l'arène des organisations intramoïques. Ce dernier distingue clairement symptômes de conversion, symptômes corporels et symptômes organiques qui ne se situent pas au même plan. Je ne peux que citer rapidement ici les concepts construits par tous ces auteurs qui sont indispensables à la théorisation et au traitement des maladies. En commençant par Freud, retenons tout simplement les trois points de vue de la métapsychologie, topique, économique et dynamique. Chez Lacan, ces apports peuvent être regroupés en suivant les trois registres qu'il a conceptualisés, réel, symbolique et imaginaire. Ces registres aident à penser comment le corps se construit et comment il se distingue de l'organisme. C'est également sa théorisation des trois temps de l'Oedipe qui permet de faire cette distinction. Il confère un rôle fondamental à la métaphore paternelle. Afin d'assumer un corps propre, il faut déjà se séparer de l'autre. Je vous invite cette fois à lire l'ouvrage de Julie Mortimer-Billouin, qui articule combien la castration symbolique est essentielle à la structuration de l'être et du corps. Ce n'est que lorsque l'être reconnaît sa part de responsabilité dans son existence que nous pouvons parler de guérison. Mon généraliste me disait récemment qu'il remarquait que les médecins étaient moins reconnus qu'avant. La médecine est de plus en plus critiquée, les grèves se multiplient, j'ai forcément pensé aux récentes demandes des sages-femmes. Certains évoquent une ubérisation de la santé. Je partage cette pensée par moments, mais il est de coutume au RPH qu'une critique n'est pertinente uniquement si elle est suivie d'une proposition. Alors la voici. L'avenir de la médecine, de la santé en général, se situe dans la mise en place d'une clinique du partenariat. En espérant que cette journée puisse aboutir à la construction de beaux partenariats, je vous remercie pour votre écoute.